Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Moi, je vais au top. Ça y est, c'est les vacances d'hiver, les vacances de Noël. Plus de lever à 5h30 le matin. Je suis tellement contente que je suis à deux doigts de vous faire une petite danse. Non, mais en vérité, je suis vraiment ravie parce que j'étais en ce moment sur les rotules. Mais je me traînais à longueur de journée et j'étais... Limite, je me félicitais d'avoir réussi à finir la journée tellement je me sentais avec zéro énergie. Mais ça y est, là, c'est un petit peu le repos du guerrier et j'en suis hyper ravie. Alors bien sûr, je ne vous abandonnerai pas. J'essaierai d'assurer les 2 dimanches de vidéos. Par contre, pour rester dans l'esprit de Noël, j'essaierai de faire des vidéos légères, pas anxiolytiques, d'autant plus que je pense qu'à la rentrée, bon, il s'agit que de ma lecture personnelle, mais ça va pas être de tout repos. Alors autant qu'on reprenne un petit peu notre souffle. Et en plus, ça fait du bien, j'ai envie de rester dans un petit peu, vous savez, cet esprit où on va éviter de se prendre la tête. Alors, je vous ai demandé la semaine dernière si un décryptage du film Rosemary Baby de Roman Polanski vous tentait et vous avez été nombreux à répondre par l'affirmative et j'en suis hyper contente car j'avais super envie de faire ce débunkage avec vous. Ce film dérangeant sorti à un moment charnière de l'histoire américaine, sorti en 1968, est l'une des productions les plus glaçantes et les plus acclamées de Roman Polanski. Vous savez tous qui est Roman Polanski, déjà rien que le fait que ce soit le producteur, voilà quoi, on part avec un certain a priori. Le film décrit la manipulation d'une jeune femme par un groupe occulte de la haute société à des fins rituelles. La qualité troublante du film ne repose pas sur le sang et sur le gore, mais son postulat réaliste qui oblige les téléspectateurs à s'interroger sur la probabilité de l'existence de sociétés secrètes d'élite. Ce qui est encore plus troublant que le film à proprement parler, ce sont les événements étranges de la vie réelle qui ont entouré le film et qui impliquent des meurtres rituels et du MK. Nous examinerons la signification symbolique de Rosemary Baby et les événements plus étranges encore que la fiction elle-même. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un regard sur le passé est nécessaire pour mieux appréhender le contexte du film. Oh, regardez qui vient vous saluer juste avant Noël, c'est Madame Duchesse. L'état actuel de la culture pop des Illumis n'est pas une tendance spontanée surgie de nulle part. Elle est plutôt le résultat d'années d'influence occulte sur l'industrie du divertissement et du conditionnement progressif des masses à certains messages et symboles. Bien que la culture pop ait toujours été entachée par le programme de l'élite visant à façonner et à modeler les jeunes esprits, comme je vous le disais d'ailleurs dans ma vidéo traitant de l'article du Cosmopolitan, c'est au cours des années 60-70 que les larbins MK et les sociétés secrètes obscures sont devenus des éléments visibles du mélange. La nécessité d'étouffer les mouvements anti-guerre et anti-establishment des années 60 a contraint l'élite à infiltrer et à perturber la culture. Une série d'événements déstabilisants ont choqué les esprits idéalistes et les héros sont devenus des ennemis. Le peace and love des années 60 s'est transformé en Charles Manson et en tout un tas de... Je peux pas les citer, mais spécialement une qui commence par L, dans les années 70. Le film Rosemary Baby de Roman Polanski et son histoire de manipulation d'une jeune femme par une confrérie de sorcières d'élite pour qu'elle porte et donne naissance à l'Antéchrist a capturé l'état d'esprit de cette époque et est devenu le symbole du changement irréversible qui s'est produit à la fin des années 60. Toutefois, ce sont aussi des événements réels qui ont entouré le film qui ont véritablement défini cette époque. Moins d'1 an après la sortie de Rosemary Baby, la femme enceinte de Roman Polanski a été assassinée de manière rituelle par les membres de la famille Charles Manson. Cet événement horrible a brutalement mis fin aux bonnes vibrations des années 60 et est considéré par de nombreux historiens comme un moment charnière de l'histoire américaine.
Dans cette vidéo, les amis, nous allons examiner la signification de la symbolique de Rosemary Baby et analyser les événements étranges qui l'entourent, qui impliquent des sociétés secrètes occultes, le contrôle de l'esprit et des meurtres rituels. Vous allez voir, c'est effarant et c'est maintenant. Accrochez-vous, on y va. Le film de Roman Polanski, donc, est sorti en 1968, est une adaptation fidèle du roman à succès, je la regarde, le sapin la passionne, d'Ira Levin, paru seulement un an auparavant. Bien qu'il contienne ni sang ni gore, comme je vous le disais en introduction, Rosemary Baby est quand même considéré comme l'un des films les plus effrayants de tous les temps. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien, la nature effrayante du film ne réside pas ni dans les effets spéciaux, ni dans le sensationnalisme, mais bel et bien dans le réalisme de sa prémisse. L'histoire se déroule dans un véritable immeuble d'habitation, le Dakota, qui a la réputation d'attirer les éléments excentriques de la haute société new-yorkaise. La bande diabolique n'est pas composée de sorcières stéréotypées au nez pointu, mais de voisins sympathiques, de médecins prestigieux et d'individus distingués. Elles sont élégantes, rationnelles et intelligentes et sont liées à des personnes importantes. Le réalisme du film oblige les spectateurs à s'interroger sur l'existence de tels groupes, à tel point que certains ont craint que le film, après sa sortie, ne provoque une véritable chasse aux sorcières. La manipulation dont est victime Rosemary est extrêmement réaliste, amenant les spectateurs à penser « cela pourrait m'arriver ». Je suis désolée, je pense qu'elle est venue faire du grabuge, il y a quelqu'un qui veut des cadeaux à Noël et j'ai expliqué qu'il faut qu'elle soit sympa, on dirait qu'elle n'imprègne pas, quoi. Ou alors, elle vous fait une danse de la séduction en pensant que vous allez encore lui envoyer des croquettes comme l'a fait Origine Animale, parce qu'elle les a dévorées, ou qu'elle se dit qu'elle peut gratter un truc au passage. Bref, excusez-moi pour cette petite parenthèse, on poursuit. Alors le film commence par un plan panoramique et glissant de l'horizon new-yorkais, montrant des toits d'immeubles pour finalement s'arrêter sur le prestigieux Dakota Building, qui est rebaptisé The Branford dans le film. Le Dakota et d'autres édifices de l'Upper West Side sont des bastions de l'aristocratie new-yorkaise, ce qu'on appelle le vieil argent. Le Dakota, en particulier, a attiré des célébrités, des acteurs, des chanteurs et des écrivains. C'est l'épicentre de l'élite new-yorkaise. Dans le film, le Branford a aussi été témoin de sombres événements mêlant magie noire et meurtres rituels. Dès le départ, par les indiscrétions d'un résident, nous apprenons qu'Adrien Marcato, l'ancien propriétaire décédé de l'appartement de Rosemary et de son mari, était impliqué dans des pratiques occultes et que sa mort serait survenue mystérieusement dans le hall de l'immeuble. Premier fait étrange, une décennie plus tard, c'est John Lennon, résident au Dakota, qui sera assassiné devant cet édifice avec des similitudes scéniques troublantes. Et vous allez voir, il existe des révélations encore plus détonnantes et dérangeantes. Dans cette introduction cinématographique, le Branford n'est qu'un parmi les toits innombrables de New York, cachant dans ses murs austères des rituels occultes que le commun des mortels ne soupçonnerait jamais. John et Rosemary Woodhouse explorent le Branford. Woodhouse, la maison en bois, ça aussi, vous savez que, comme on dit, le diable se cache dans les détails, et ça, Polanski l'a bien compris. Rosemary et Guy Woodhouse, interprétés donc par Mia Farrow et John Cassavetes, forment un jeune couple en quête d'un appartement au Branford. Guy, acteur en difficulté, lutte pour obtenir reconnaissance et rôle significatif, se contentant d'apparaître dans des publicités télévisées dégradantes pour assurer quelques revenus.
Rosemary, quant à elle, issue d'un milieu catholique strict, est une jeune femme frêle et timide. Notons que Rosemary est historiquement associée à la Vierge Marie, qui aurait étendu son manteau sur un romarin à fleurs blanches, le rendant ainsi bleu. Dans le film, la douce et confiante Rosemary devient une sorte de Vierge Marie noire, portant en son sein l'enfant de Satan. Installés dans leur appartement, les Woodhouse font la connaissance de leurs voisins, les Castevets, un couple de personnes âgées, amicales mais curieux, qui les invitent à dîner. Et c'est là que tout va commencer. Lors de cette soirée cruciale, Roman Castevet complimente Guy sur son jeu d'acteur, affirmant qu'il possède une qualité intérieure intéressante et qu'il fera du chemin à condition d'obtenir les coups de pouce nécessaires. Nous découvrirons bien sûr plus tard que ces coups de pouce sont beaucoup plus faciles à obtenir en rejoignant leur secte. Roman prétend que son père était un metteur en scène de théâtre travaillant avec les plus grandes stars de l'époque. Son père étant en réalité Adrian Marcato, le gars mystérieusement mort dans le hall de l'immeuble. Dans la cuisine, Minnie, pendant ce temps, interroge Rosemary sur le nombre d'enfants dans sa famille, manifestement intéressée par ses qualités en matière de procréation. Dans le salon, Roman discute en privé avec Guy. Guy en apprend davantage sur la confrérie de sorcières de Roman et des rituels occultes. Ce qui est assez étrange quand même pour une conversation d'entrée en matière. Enfin, moi, mes voisins m'invitent et au bout de 2 heures, ils se mettent à me parler de sorcières, de rituels occultes, de sacrifices de sang. Je peux te dire que j'attends pas le dessert, quoi. Roman lui révélera d'ailleurs un peu plus tard que sa carrière décollera s'il se joint à eux, mais que cependant il y aura un prix à payer, que le prix est assez exorbitant, puisque Guy doit laisser sa femme être droguée et engendrer l'enfant du diable lors d'un rituel obscur. Ce qui est quand même, faut le dire, assez osé comme proposition. Bien sûr, ça s'est pas fait tout ça au cours du premier repas, mais ils ont quand même placé beaucoup leur jalon lors du premier repas. Et autant vous dire que le film a tendance, de 1968, je le répète, a quand même tendance à confirmer beaucoup de choses que je dénonce encore aujourd'hui dans de nombreuses vidéos. Comme quoi, le succès lié à la vente de son âme aux forces obscures, c'est un sujet qui obsède depuis bien longtemps. Bien qu'initialement méfiant envers le couple de personnes âgées, Guy, obsédé par la fame et ses désirs de gloire et d'argent, se joint rapidement à cette communauté obscure, devenant un ami hyper proche de Roman, passant son temps de plus en plus au sein de cette étrange communauté. Ignorant ces transactions, Rosemary se lasse progressivement du comportement étrange du couple. Lors d'une visite, Minnie offre à Rosemary un pendentif contenant de la racine de Tanis. Bien évidemment, la racine de Tanis est une plante fictive, parce que je pense que Polanski n'a pas trop voulu en dire, mais vous allez voir que la symbolique est quand même ici indiscutable. Et Minnie dit à Rosemary qu'il s'agit d'un porte-bonheur. On va apprendre que ce pendentif sphérique appartenait précédemment à une jeune femme vivant chez les Castevets, qu'ils avaient trouvé à la rue, et qu'ils ont hébergé. La jeune femme s'est ôté la vie en sautant par la fenêtre, probablement après avoir découvert les sinistres dessins occultes des Castevets. Parce qu'il faut savoir d'ailleurs que ceux qui sont sur ma chaîne depuis longtemps ne seront pas surpris, ils le savent déjà. Le profil de la jeune femme perdue aussi n'est pas anodin, puisque c'est une cible typique des manipulateurs de la manipulation mentale. Clairement, ce pendentif devient le symbole du contrôle mental exercé par le clan. C'est cette même nuit que Guy décroche le rôle principal dans une pièce de théâtre, l'acteur original devenant subitement et inexplicablement aveugle. Cet événement étrange finit de persuader Guy du pouvoir de la confrérie, dissipant ses derniers doutes quant à sa possible assistance dans sa carrière d'acteur. Au début, il y va en mode
allez, j'y crois pas, mais juste au cas où, je vais faire l'effort. Mais là, par contre, il va se mettre à fond dedans. La métamorphose du mari de Rosemary en une créature soudainement séduisante, décrochant des rôles enviables à foison, s'accompagne d'une arrogance croissante, d'une vanité exacerbée, d'une préoccupation obsessionnelle et d'une égocentricité dévorante. Une transformation frappante, étrangement parallèle aux altérations observées chez les célébrités qui semblent vendre leur âme pour la gloire. Et c'est comme ça, tout doucement, sans faire de bruit, qu'un soir, Guy décide de passer à la vitesse supérieure. Il apporte des fleurs à sa douce Rosemary et de manière abrupte propose « faisons un bébé ». Il choisit avec soin les jours opportuns du calendrier, à savoir le 4 ou le 5 octobre 1965, jour béni selon les croyances du clan, pour assurer une naissance numérique propice. On a encore une fois, à travers Rosemary Baby, la confirmation de la numérologie et de l'importance des chiffres dans les sociétés occultes secrètes. Alors que le couple savoure un dîner romantique en prélude à l'intimité, Minnie frappe soudain à la porte, déposant un dessert soigneusement préparé par ses soins. Rosemary le goûte, trouve que la mousse au chocolat a un goût de craie, elle le dit textuellement dans le film, mais Guy insiste pour qu'elle la déguste. La mousse, imprégnée de drogue, plonge alors Rosemary dans un état de transe vertigineuse. C'est dans cet état altéré que Rosemary est assaillie par des hallucinations confuses impliquant un sosie de JFK, donc le président catholique décédé 6 ans auparavant, des visions de la chapelle Sixtine et des visions du pape portant, tiens, le pendentif sphérique de Rosemary, emblème d'un contrôle occulte. Je pense que les messages, je vous ai dit, je ne vais pas me concentrer sur les messages qu'on connaît tous, les croix inversées, les pentagrammes, etc. Vous n'avez pas besoin, certains en connaissent un rayon, voire même plus que moi. Vraiment, je veux me concentrer sur les à côté qu'on n'aura peut-être pas perçus au premier visionnage. Et Rosemary Baby, c'est pas un film qu'on a forcément envie de revoir. Pour ma part, ça a été mon cas. Mais pour vraiment vous dire que le gars, il avait tout annoncé en 1968. C'est-à-dire ce truc... C'est un manifeste pour expliquer le mode d'emploi des sociétés secrètes. Je poursuis. Après avoir eu ces espèces de délires et d'hallucinations, elle se retrouve ensuite complètement dénudée sur son lit, entourée de son mari, des Castevets et de la sororité entière du bâtiment, psalmodiant des hymnes rituels, alors qu'une obscure cérémonie occulte se déroule. D'ailleurs, on a un gros plan sur des marques ornant la poitrine de Rosemary, évoquant clairement des rituels sataniques authentiques. Dans son rêve éveillé, Guy, initialement engagé dans un acte intime, se métamorphose en une créature diabolique aux yeux jaunâtres, aux mains griffues et écailleuses. Il caresse le corps de Rosemary de sa griffe velue. Alors qu'elle est clairement abusée, Rosemary prend conscience avec horreur que ce n'est pas un rêve et que tout est vraiment en train de se passer. Des rumeurs insistantes, je vous l'avais dit aussi dans ma vidéo sur le Cosmopolitan, et certains témoignages d'actrices et d'équipes techniques qui ont participé au tournage de Rosemary Baby évoquent la participation d'Anton LaVey, fondateur de l'église de Satan, en tant que Satan non crédité lors de la scène d'imprégnation, ainsi que son rôle de conseiller technique pour le film. Alors, non seulement il a incarné la bête pendant, je crois, la scène la plus abominable du film, mais en plus, il donnait des conseils sur tous les petits détails, de tous les petits rituels, etc., etc. Bien que non confirmé, ça c'est non confirmé, c'est parce que j'ai envie d'être transparente, mais je vous le dis, c'était des témoignages de gens qui ont tourné, d'acteurs, de l'équipe technique, de certaines petites mains, et de, voilà, donc non confirmé, on va dire officiellement, mais en vérité confirmé. En tout cas, ça renforce l'aura occulte du film. Par ailleurs, Suzanne Atkins, membre de la famille Manson,
qui assassinera plus tard d'ailleurs Sharon Tate, la femme enceinte de Poleski, était aussi une ancienne adepte d'Anton LaVey. Vous savez ce que j'ai tendance à dire, trop de coïncidences, très une évidence, là on est en plein dedans. Peu après cette séquence cauchemardesque, Rosemary apprend donc qu'elle attend un heureux événement. À l'annonce de la grossesse de Rosemary, Guy se précipite chez les Castevets pour partager la bonne nouvelle. Donc ils vont voir tous Rosemary ravie et Minnie s'empresse de lui suggérer de consulter le meilleur obstétricien du pays, Abbé Saperstein, le médecin privilégié de l'élite, réputé pour accoucher tous les bébés de la haute société. Un nouveau chapitre inquiétant s'ouvre alors dans le mystérieux récit de Rosemary Baby. Vous vous en doutez, le médecin gardien sinistre des mystères occultes somme Rosemary d'éviter toute connaissance conventionnelle sur la grossesse, jetant ainsi les bases de sa descente aux enfers. Parce que déjà, dire à une nana, ne lis pas les bouquins parce que tu vas pas te reconnaître, c'est anxiogène, les symptômes vont peut-être pas être forcément les mêmes et c'est pas une bonne chose. Déjà moi, en tant que ex-femme enceinte, c'est quelque chose qui m'aurait profondément perturbée. Mais on va dire que, comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, elle était un petit peu naïve, frêle, perdue, voilà. Cette grossesse impie, prédite comme douloureuse, devient une toile sombre tissée par des voisins qui la tiennent captive, contrôlant chaque aspect de sa vie. Rosemary, réduite à une dépendance totale, endure une grossesse tortueuse, perdant du poids sous l'ombre de douleurs abdominales aiguës. Ignorant ses supplications, le docteur Saperstein la rassure de manière sinistre, prétendant que la douleur s'apaisera. Ses voisins, trop intéressés par cette grossesse déviante, suscitent le mécontentement de Rosemary. Pourtant, la quête désespérée de Rosemary pour la vérité l'amène à un titre révélateur puisqu'elle tombe sur un livre qui s'appelle All of Them Witches, qui veut dire « tous sont des sorcières ». Étonnamment, elle s'est procuré ce livre par une amie mystérieusement décédée dans le film, mais qui, avant de décéder, parce que sa copine, elle l'avait senti arriver gros comme une maison, avait eu le temps de lui donner ce livre qu'elle va consulter. Et c'est là qu'elle va avoir, boum, l'illumination. En tout cas, c'est là que ses doutes vont être confirmés. Et donc, ce livre dévoile la Société secrète internationale des Castevets, spécialisée dans des rituels sanguinaires. Les pages révèlent une vérité inquiétante. La force mentale collective du groupe peut aveugler, assourdir, paralyser, voire tuer. C'est ce qu'on appelle les égrégores et cette puissance, eux, ils la nomment Covin. Je vous le disais aussi dans mon article sur le Cosmopolitan. Et ça apparaît, ça, comme la clé expliquant le succès de Guy dans l'industrie cinématographique, entre autres choses. Déterminée à rompre les chaînes démoniaques, Rosemary plonge dans des recherches occultes, recueillant des connaissances interdites. Cependant, ses tentatives d'évasion sont vaines puisqu'elle est retrouvée systématiquement et ramenée dans l'antre du mal par le docteur Saperstein. Elle est d'ailleurs rapidement plongée dans une transe inquiétante, très certainement droguée au dernier degré pour ne plus pouvoir fuir en cette fin de grossesse. La naissance approche, ou plutôt l'accouchement diabolique orchestré par les manipulateurs approche. Quand enfin arrive le jour J et qu'elle délivre le bébé, je vous passe tous les détails scabreux sur l'accouchement, tout ce qu'on voit c'est qu'elle se réveille, elle entend la nouvelle déchirante de la voix du docteur Saperstein. Son enfant est mort. Vous vous doutez qu'en fait il n'est pas du tout mort, mais il lui a bel et bien été arraché par le clan. Guy, alors là, il la berce de promesses factices, évoquant des contrats juteux avec des géants cinématographiques et une maison de rêve à Beverly Hills, toutes des récompenses, vous le savez, pour le pacte ignoble qu'il a conclu. Mais ça, elle ne l'a pas encore compris, mais il faut avouer qu'elle qui vient de perdre un enfant, le fait qu'elle lui dise « c'est pas grave, je suis célèbre »,
c'est moyen quoi. Forcément, entre la perte de son bébé et son mari qui vire fou dans le sens où elle ne le reconnaît plus, elle est bel et bien convaincue qu'il y a quelque chose qui pue au royaume du Danemark et elle est déterminée à percer le voile du mensonge. Donc un soir, elle s'infiltre en cachette dans l'antre des Castevets et là, elle tombe sur une scène satanique d'adoration des mages où des gens du monde entier apportent des cadeaux à un bébé. Et lorsque Romary s'approche, elle constate que les yeux du bébé devant lequel les gens viennent se prosterner a des yeux reptiliens. Elle se mit alors à hurler. Forcément, elle était censée être rentrée discretos, mais en hurlant, Roman Castevet show up. Et là, il lui dit, bon, écoute meuf, il est temps que tu connaisses la vérité, d'accord ? Satan et son père et pas du tout Guy. Et en fait, il lui explique, et je vous lis textuellement ce qu'il est dit dans le film, il est sorti de l'enfer et a engendré un fils d'une femme mortelle. Satan est son père et son nom est Adrayan. Il renversera les puissants et détruira leur temple. Il rachètera les méprisés et exercera sa vengeance au nom des brûlés et des torturés. Vive Adrian, salut à Satan, Dieu est mort, Satan vit, l'année est une, Dieu est mort. Le gars super intense. Bon, moi j'aurais tendance à partir en hurlant et en courant et aller dans la première église venue pour me faire exorciser. Mais là finalement, pas si frêle et pas si peureuse que ça, Rosemary reste comme hypnotisée. Et effectivement, on comprend que la naissance du bébé de Rosemary est la nouvelle année 1. Il est également exact, selon les critères de l'église de Satan, d'appeler l'année 1966 année 1. Il s'agit d'une référence parallèle consciente à l'année de la naissance de Jésus-Christ, également en l'an 1 de notre ère. Autre fait à mentionner, c'est que ce bébé est donc né le 6 juin 1966, ce qui correspond numériquement à 666. Roman demande ensuite à Rosemary d'être une mère pour son enfant et de s'occuper du bébé, même en connaissance de cause. Il lui implore d'endosser le rôle maternel de cet enfant monstrueux, plaçant symboliquement pendant qu'il lui parle le bébé sous une croix inversée. Incapable de résister à l'instinct maternel, Rosemary, tiraillée entre l'amour et l'horreur, s'approche et se met alors à bercer le berceau. Le dénouement frappant réunit l'assemblée des sorcières autour d'une Rosemary, acceptant sa sombre réalité avec un sourire résigné. La caméra glisse silencieusement vers la fenêtre, puis vers les toits de la ville, refermant le cercle avec le même panorama qui a amorcé le film. Un sinistre secret s'est joué sous les toits de New York, dissimulé à jamais au commun des mortels. Alors, les suites du film résonnent dans les méandres de l'interprétation, il faut se l'avouer. Certains dénoncent Rosemary Baby comme une manipulation d'horreur exploitant les sensibilités religieuses de chacun, tandis que d'autres y voient un exposé audacieux de l'occultisme au sein de l'élite. Moi, j'ai tendance à être du même avis que les autres. Le film, selon certains, s'inscrit dans une prophétie occulte amorçant une ère nouvelle. À l'époque, on a pu lire que Rosemary Baby est l'enfant du nouvel éon, déclare-t-on, évoquant les concepts d'Aleister Crowley. Que ce soit intentionnel ou non, le film émerge à un moment clé de l'histoire américaine, encapsulant le chaos spirituel de l'époque. Gary Indiana, dans Bad Village, le qualifie de trace emblématique d'une ère où tout semblait possible, même la naissance de l'Antéchrist. La vérité, c'est que Rosemary incarne la société américaine traditionnelle et naïve des années 50-60, pleine d'idéalisme et d'espoir. Mais cet espoir a été vendu, drogué et manipulé par une secte cachée, formée par des membres prestigieux et respectables de la société pour donner naissance de force à une nouvelle ère. On dirait que, les gars, on dirait qu'on est en plein dedans, ce besoin systématique de nouvelle ère pour manipuler les populations. Des événements choquants ont laissé des traces indélébiles dans l'esprit du public, notamment les morts mystérieuses de JFK, Marilyn Monroe et Martin Luther King. D'horribles meurtres rituels perpétrés par des patsy MK Ultra comme Charles Manson
and Son of Sam ont suscité la peur et l'horreur aux États-Unis. Ces événements ont sorti l'Amérique de ses idéaux et les ont forcés à regarder en face une force indéfinissable mais tangible qui influençait la société. Les conspirations et les dissimulations ont fait la une des journaux et les masses ont progressivement découvert l'existence d'un gouvernement de l'ombre. La désillusion et le cynisme s'ensuivirent, amenant la société américaine à accepter ou à ignorer la véritable nature de ses dirigeants. Clairement, on voit bien à l'heure d'aujourd'hui qu'ils ont préféré ignorer. La société est devenue l'équivalent de Rosemary qui a appris la nature maléfique de son bébé mais qui a néanmoins accepté la responsabilité de le materner. Regardez comment c'est proche de ce à quoi on fait face aujourd'hui. La pop culture avilie d'aujourd'hui n'est que, les amis, l'évolution de ce système et c'est en ça que je voulais absolument vous parler de Rosemary Baby parce que le message est là quoi. Carré, on parle pas chinois, tout est dit dans ce film. Même si l'on néglige la signification symbolique du film lui-même, les événements synchronistiques qui entourent sa production sont tout simplement étonnants parce que c'est au-delà du film, je vous dis, j'avais pas envie de vous faire, là il y a une croix gammée, là il y a un pentacle, on le sait ce que ça veut dire, plus mauvais que ça, autant pas en parler, ça évitera d'alimenter. Vraiment ce qui m'intéressait c'est le message à l'intérieur, l'évolution de ce message et surtout les événements qui entourent le film et qui ne font que conforter qu'il s'agissait bel et bien d'un manifeste, peut-être même le premier manifeste incluant le consentement dont vous savez qu'ils ont besoin. Regardez encore les événements qui entourent Rosemary Baby, c'est comme regarder le côté obscur d'Hollywood. Voici quelques-uns de ces événements et c'est non exhaustif. Saviez-vous que Roman Polanski avait initialement envisagé sa femme, la ravissante Sharon Tate, pour le rôle principal de Rosemary? Bien qu'elle n'ait pas décroché le rôle, Sharon Tate a fait une apparition, elle non plus non créditée, lors d'une scène de fête mémorable dans le film. Cependant, le destin réservait une tragédie inimaginable à cette actrice prometteuse. 14 mois seulement après la sortie du film, Sharon Tate, alors enceinte de 8 mois, a été brutalement assassinée dans un acte rituel macabre perpétré par les disciples de Charles Manson. L'horreur de cette nuit a laissé une empreinte indélébile. Avec 16 coups de couteau infligés à Tate et le mot pig écrit avec son propre sang sur les murs de sa demeure, cette image, immortalisée par les journalistes, est restée gravée dans l'esprit des Américains pendant longtemps et tu peux pas me dire que 8 mois, 16 coups de couteau, Charles Manson, tout ça, encore une fois, n'est pas un malheureux concours de circonstances. Charles Manson, décrit comme un pion manipulé et esclave du programme Monarch, a orchestré ces meurtres de manière préméditée. Selon Fritz Springmeier, Manson était utilisé par l'élite pour exécuter des meurtres rituels, marquant ainsi la fin symbolique de l'ère hippie et de l'idéalisme des années 60. Le massacre de Manson n'était pas simplement le travail d'un tueur en série, mais plutôt une série de contrats exécutés avec une précision professionnelle par un réseau complexe de cultes sataniques. David McGowan souligne que ces meurtres étaient déguisés en actes de tueurs solitaires, mais que c'était en réalité des coups professionnels à des fins spécifiques. Je ne peux que vous encourager à consulter les livres, à lire les livres, à consulter les articles de ces deux personnes, parce qu'on en apprend. C'est incroyable ce qu'on peut apprendre et comment il y a des choses qui ont été passées sous silence, comment on nous fait croire, on parle de... et qu'il y a tellement plus derrière, quoi. L'obscurité qui entoure les meurtres de Manson s'épaissit avec la suggestion que ces actes étaient programmés à travers, écoutez bien, la chanson des Beatles, avec Manson qui a affirmé que l'une des chansons des Beatles, je ne me rappelle plus le titre, je vous le mets là, je le mettrai au moment de l'édition, contenait des messages destinés à sa famille. Fritz Springmeier révèle que Manson, programmé par la musique des Beatles, utilisait les paroles comme des déclencheurs pour ses disciples.
Et ça, il n'y a rien de fou parce qu'on sait que sous hypnose, c'est possible, parce qu'on sait que c'était des méthodes qui ont été utilisées pendant la Seconde Guerre mondiale et que c'est des techniques de CIA. Donc bon, les meurtres rituels ont été orchestrés selon un ancien rituel avec des similitudes frappantes à celui qu'on a pu voir dans Rosemary Baby, comme les cordes d'initiation utilisées autour des coups des victimes. D'ailleurs, le titre de la chanson des Beatles que je vous mets là et que je vous écris là parce qu'il m'est complètement sorti de la tête, a été peint sur la maison de Sharon Tate, évoquant donc la fameuse chanson des Beatles et ajoutant une couche supplémentaire de mystère à cet épisode sombre de l'histoire. La tragédie de Sharon Tate, mêlée à cette symphonie macabre, reste une cicatrice dans le tissu même de l'innocence des années 1960, sonnant le glas d'une époque et plongeant l'Amérique dans une réalité terrifiante et insoupçonnée. Les sinistres psychodrames alchimiques déployés au public cachent en fait, lors de ce film, un processus d'initiation occulte mondiale aux conséquences spirituelles dépassant l'entendement. Ces révélations issues des propos de Michael A. Hoffman dans Secret Society and Psychological Warfare plongent l'humanité dans une danse macabre aux enjeux transcendantaux. Et ça, il l'a fait suite à ce film. Dans cette toile tissée d'horreur occulte, la mort énigmatique de John Lennon se dévoile comme une pièce maîtresse. Le Dakota, lieu symbolique où fut filmé Rosemary Baby, devient le témoin silencieux de ce crime. Mark David Chapman, le meurtrier de John Lennon, semble être un pantin manipulé, un esclave du contrôle mental de type clairement monarque. Ces liens obscurs avec des personnalités imminentes du monde occulte ajoutent une dimension troublante à cette tragédie. Parce que quand on creuse, on se rend compte que ce gars, c'était pas n'importe quel gars. Le destin tragique de Sharon Tate, sacrifiée dans des circonstances mystérieuses, résonne comme un écho dans cette sinistre symphonie, je le répète. Sa participation antérieure, même dans Eye of the Devil, où un sacrifice humain était requis pour rétablir l'harmonie, suggère une sinistre corrélation. La question persiste. Tate a-t-elle été choisie comme offrande? Tate était-elle un pacte occulte pour le succès hollywoodien de Roman Polanski? La question est lancée. Roman Polanski, réalisateur tourmenté, se trouve au centre de controverses et de mystères depuis maintenant des années. Son implication présumée dans la production de snuff movie reste à l'heure d'aujourd'hui non prouvée, mais moi j'ai tendance à croire que c'est très possible vu le profil du personnage. Ceux qui ne savent pas ce que c'est des snuff movies, je ne vais pas l'expliquer parce que déjà je pense que cette vidéo va être strikée, mais alors là j'appuierai le truc, donc je ne peux que vous encourager à aller l'écrire et chercher dans Google, vous allez vite être fixé. En tout cas, il faut savoir que c'est pas parce que ce n'est pas légalement prouvé que ça annule le nombre assez impressionnant d'allégations persistantes à ce sujet. Les événements troubles de sa vie, les photographies controversées, les accusations de crimes graves alimentent le mystère entourant autour de cet homme, mais en tout cas, une chose est sûre, ça ne peut pas être anodin. Toutes ces pièces du puzzle, ces coïncidences étranges ou éléments d'un vaste complot reflètent une force cachée façonnant la culture pop américaine qui est clairement au cœur de cette conspiration. Rosemary Baby émerge comme une œuvre charnière symbolisant le changement culturel radical dans l'histoire américaine, mais pas que, et des choses beaucoup plus sombres, vous en conviendrez. En conclusion les amis, le film, initialement perçu comme une exploration de la peur archétypale du diable, devient une allégorie d'une ère marquée par des méga rituels choquants, des esclaves du contrôle mental et une culture pop célébrant la dépravation. L'ombre sinistre de cette époque persiste dans l'industrie culturelle actuelle où l'agenda des Illuminati continue de se déployer, transformant les esprits jeunes pour un nouvel éon. Les scandales du passé résonnent encore et l'icône Illuminati d'aujourd'hui, Nicki Minaj, semble évoquer un écho mystérieux du passé avec son alter ego, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais moi je me suis dit, mais non, alter ego qui s'appelle Roman Zolanski.
entre Roman Castevet et Roman Polanski. Enfin, dites-moi si c'est moi qui délire. Les ténèbres cachées derrière le rideau de la culture populaire persistent, appelant à une vigilance continue face aux manipulations occultes qui ont marqué notre histoire et qui continuent de marquer notre histoire. Voilà les amis, c'est fini. Je voulais vous faire, vous l'avez compris, ce décryptage de ce film, non pas pour faire comme tout le monde et débunker des films, etc. Parce que je pense qu'il est suffisamment parlant, mais pour vraiment parce que je pense que Rosemary Baby, il est arrivé à cet instant T et qu'il a tout annoncé et que c'était voulu. Et qu'il y a beaucoup derrière et qu'il y a beaucoup plus à creuser et que ça ouvre la porte à plein d'autres sujets que je traiterai, mais pas pendant les vacances de décembre. Parce que comme je vous le disais en introduction, on va essayer de se faire des sujets un peu légers, des sujets un peu courts. Je vais essayer de me rendre disponible pour vous parce que je vais pas prendre des vacances, vous allez trop me manquer, et puis voilà quoi. On va quand même un peu essayer de se changer les idées. Bon, des fois je dis ça et puis je reviens avec un sujet coup de poing, limite plus anxiogène que tous les sujets que j'ai fait, mais j'essaierai d'éviter parce que c'est quand même une période où on a besoin de souffler et surtout on a besoin de se recentrer et de faire le plein d'énergie positive et de bonnes vibrations pour la nouvelle année qui s'annonce. Et j'ai vu des trucs, voilà quoi, je vais pas en remettre une couche, mais il va falloir qu'on soit costaud, va falloir qu'on soit fort. En attendant, vous connaissez le système, on like à fond, on partage, on commente. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça coûte rien. C'est comme un petit cadeau de Noël en avance pour moi. Et si je pouvais atteindre les 100 000 abonnés avant 2024, ce serait top. J'y crois pas trop, mais ce serait top. Parce que vous le savez, plus la communauté grandit, plus on peut aborder des sujets concrets et moins on a... Enfin, disons qu'ils sont plus laxistes au niveau de la censure. Ce sujet-là, je sais pas ce que ça va donner, très certainement démonétisé. Bon, maintenant je suis une grosse habituée de la démonétisation. Avant de vous quitter, je voulais vous parler, vous avez été nombreux à me... D'ailleurs, j'ai été hyper contente que vous vous en souveniez, hyper nombreux à me rappeler que l'année dernière, je vous avais présenté un petit livre à offrir pour les périodes de Noël. Enfin, en vérité, c'est un livre qu'on peut offrir à n'importe quel moment, mais que je vous avais présenté à la même période, qui était un livre qui avait été réalisé par l'une de mes meilleures amies. Ceci n'est pas un placement de produit, ceci n'est, je ne vous vends rien, c'est une suggestion, et encore une fois, parce que certains d'entre vous me l'ont demandé. Donc, avant de vous quitter, je vous rappelle que le petit livre de ma copine, qui s'appelle Chère Maman, et qui est en fait un truc hyper à personnaliser, une idée que je trouve super intelligente et qui est très bien vue, c'est que, vous vous rappelez, on doit remplir, il y a des petites phrases et on remplit les espaces vides avec ce qu'on souhaite dire ou qu'on n'ose pas dire ou en tout cas dont on veut laisser une trace à sa maman. Il y a aussi le papa je l'ai pas mais je vous le mets là. Tous les liens sont dans ma barre de description. C'est un cadeau hyper sympa parce qu'effectivement personnel quoi, c'est pas un truc matérialiste, il y a de vous. Et moi, je sais que je suis très pudique au niveau de mes déclarations, que ce soit vis-à-vis de mes parents, que ce soit de mes amoureux, whatever. Il n'y a que mon fils que je le gonfle avec des « je t'aime ». Il n'y a que lui. Mais voilà, moi, je suis quelqu'un, ça, c'est typiquement un cadeau sympa que je peux faire à ma maman parce que je suis pas très prolixe dans ce genre d'exercice. Et là, voilà, vous voyez, tu es tellement, il y en a plein. Et il y a aussi pour papa. On peut l'offrir à Noël, on peut l'offrir, mais même à d'autres occasions. De toute façon, je vous mets les liens. C'est en vente sur Amazon. Et pour ceux qui me l'avaient demandé, ben voilà, c'est fait. Et puis, ça vous donne une idée cadeau pour les autres. Voilà, cette fois-ci, c'est bel et bien fini. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Gardez l'œil ouvert. Et surtout, surtout, les amis, stay safe.